Senator Deacon from Ontario. Sénatrice Galvez, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la Fédération nationale de communication et de la culture et la Coalition pour la culture et les médias. Alors, je ne pouvais pas être plus en accord avec l'énoncé que la culture est essentielle à la richesse de notre culture. J'habite à Québec et je suis très conscient de la précarité des emplois des artistes dans le domaine des arts vivants. Mais aussi dans la production cinématographique, de la production de théâtre et à cause de l'arrêt complet de ces activités. Nous avons reçu auparavant des autres industries qui en appuient à l'industrie culturelle, à l'industrie du tourisme, puis avons entendu, par exemple, à l'association hôtelière disant que le gouvernement devait donner des directives claires concernant le déconfinement, puis comment procéder à revenir un peu à la normale. Ma question est la suivante. Moi, je trouve qu'il y a comme une espèce de cercle vicieux. Le gouvernement veut avoir l'input du secteur, puis le secteur veut que le gouvernement agisse. Selon vous, comment on procède au déconfinement afin d'aider les secteurs d'artistes dans les arts vivants? Et qu'est-ce que le secteur, lui aussi, peut faire pour s'adapter à ce qui va devenir pas la norme, mais on va avoir d'autres situations semblables à celles qu'on a vécues. Si je peux me lancer, c'est évident que le secteur des arts vivants a besoin de directives claires quant au déconfinement puis quant à la façon de procéder. Et jusqu'à présent, en tout cas en ce qui concerne le gouvernement du Québec, il y a des programmes importants qui ont été ciblés spécifiquement pour compenser la billetterie, donc le nombre de billets non vendus, soit en raison d'une fermeture totale liée aux mesures sanitaires ou encore une perte là, au niveau de la billetterie. Donc, à cet effet-là, puis non seulement ça, mais on a demandé de s'assurer que les contrats des artistes, des artisans, des techniciens qui œuvraient sur ces productions-là allaient être honorés. Donc, c'est l'approche qui est la plus favorable. Mais maintenant, c'est sûr que si la pandémie continue ou qu'il y en a d'autres, il faudra revoir à plus long terme. Pour le moment, on est vraiment dans des mesures d'urgence. Et je crois que c'est l'approche à privilégier, puis de se donner une période de temps pour revoir l'ensemble des programmes et la façon dont ils sont formatés là, pour s'assurer que nos arts demeureront vivants. Je ne sais pas si mes collègues de la coalition souhaiteraient ajouter quelque chose, mais... En fait, tout simplement dire qu'effectivement, peut-être que la clarté des directives, c'est un point de vue fondamental là, à garder en tête parce que, par exemple, le secteur audiovisuel est amené à travailler dans différentes provinces et je sais que ça complique grandement les choses quand les provinces ont des mesures très différentes. Donc, une certaine coordination pourrait certainement aider. Chair, can I have a question for Mr. Yes. So my second question is for Mr. Cunningham. I'm so surprised that we are still talking about tobacco and increasing the taxes, and I'm still surprised that the taxes are not as higher as they should be to discourage completely the usage of these noxious and toxic substance. And I want to take advantage of your presence so you can tell me, because I can see how the lobbying techniques of the tobacco industry has been imitated by other sectors. Take out, for example, the pesticide sector, take, for example, the oil and gas sector, and that is exactly the same planning. So can you please tell me how this lobbying is surviving and how strong it is in Canada? Mr. Cunningham? You're muted. Mr. Sorry. Cunningham? The tobacco companies do have a lot of resources. They lobby very actively through hired lobbyists, through lawyers, they have public relations firms. They also give money to researchers
who then make written articles in the media, often not disclosing they have money directly or indirectly from tobacco companies. They often give money to other organizations, such as convenience store associations, because the public perceives convenience store associations as more credible than tobacco companies. So they may work through associations or give money to others. For many years, they denied that smoking caused cancer or other disease, or that secondhand smoke was harmful, or that nicotine, was addictive. And they continue today with misinformation. Exaggerate, denying that plain packaging would work. By denying that effective and larger health warnings would work. Exaggerating contraband, because the more they talk about contraband, the more they believe it'll discourage governments from increasing taxes. So they have a very comprehensive approach, and it's up to us and our partner organizations to try and get that health message out. Thank you, Senator Galvez. Senator Deacon to